Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invitée a longtemps travaillé dans l'industrie. Elle enseigne aujourd'hui aux futurs ingénieurs des cours comme l'éthique, l'éco-conception ou encore la conquête de sens. Car Diana Martin de Argentat en est convaincue, pour assurer l'avenir de notre planète, il faut que les ingénieurs fassent entendre leur voix, car il est urgent de revoir nos modes de vie et de consommation en questionnant réellement nos besoins et en limitant notre impact sur le vivant. Bonjour Diana. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir sur ce podcast. Alors, vous enseignez l'éco-conception à vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre mission ? Vous essayez de quoi ? De leur apprendre finalement à concevoir aux justes besoins ? En fait, c'est ça. C'est une démarche en amont. On est actuellement dans une société qui gère les impacts environnementaux en aval du produit. Mmh. Et l'idée de l'éco-conception, c'est de rendre les ingénieurs conscients des impacts en amont, avant même qu'ils conçoivent le produit, avec une connaissance déjà du coût écologique de l'extraction, de l'énergie nécessaire, un questionnement autour du réel besoin du produit, de ce que ce produit technique va produire une fois introduit dans la société, puis du devenir de ce produit, qui globalement est un déchet en devenir, et ce qu'il pourra avoir comme impact environnemental et sociétal, et aussi d'un point de vue justice. Et alors pour vous, l'éco-conception, c'est vraiment la clé pour finalement éviter l'épuisement de nos ressources et du coup pour sauver notre planète ? Alors je dirais que l'éco-conception, c'est des méthodes de réflexion qui vont prendre en compte certains critères, mais je dirais plus largement, c'est la prise de conscience profonde qui va, pour moi, entraîner un changement de paradigme qui doit nous sortir de cette espèce de domination de la technique qui s'impose à nous sans avoir une connaissance précise de ce qu'elle suppose en termes de matière, d'énergie et d'impact sur le vivant. Quand on extrait un minerai dans une mine, on va avoir des rejets, des stériles miniers, des rejets d'acide. Ces rejets-là vont avoir des impacts sur le milieu dans lequel ils sont extraits, qui vont être lourds de conséquences sur les nappes phréatiques, en termes d'écotoxicité, sur toute la vie aquatique, les sols évidemment qui vont être stérilisés. Et il faut mettre en regard tous ces impacts-là avec le bénéfice qu'on attend derrière cette matière qui va être utilisée à différentes fins. Quand je vous écoute, je ne peux pas m'empêcher de penser du coup je ne sais pas si vous y faites référence implicitement, mais à toutes ces technologies vertes dont on parle beaucoup, que ce soit l'éolien, la voiture électrique, qui certes finalement rendent le ciel européen plus vert, plus respirable, mais finalement qui polluent à l'autre bout du monde parce que ces technologies vertes, elles nécessitent des matériaux qu'on doit extraire, notamment en Chine, et que l'extraction de ces matériaux ne sont pas sans dégâts, que ce soit pour la santé des personnes qui vivent proches de ces endroits ou même concernant les dégâts environnementaux que ça peut causer ? Oui, tout à fait, c'est cette prise de conscience. Alors, il y a évidemment tout le coût matériel,
Quand on dit technologie verte, on ne peut pas qualifier cette technologie de verte si, sur toutes les étapes du cycle de vie du produit, on n'est pas vert, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est un regard beaucoup plus global de l'ensemble des étapes qui vont, par exemple, concerner la voiture électrique, et puis confronter ça, surtout, aux vrais besoins qu'on pourrait avoir et à la valeur de l'usage. Mmh. Et du coup, quel regard est-ce que vous portez, vous, par exemple, sur la voiture électrique? Moi, je pense que il faudrait effectivement réserver, pourquoi pas, une voiture électrique au centre-ville, puisqu'on a une problématique de pollution, et uniquement pour certains usages qui le justifient, qui pourraient être du transport en commun, qui pourraient être des véhicules d'urgence, où là, effectivement, ça paraît compliqué de dire qu'on n'a plus de véhicules pour transporter des personnes malades, pour transporter peut-être certaines marchandises qui sont nécessaires. Mais le gros du transport, et en tout cas la grosse partie des ventes de véhicules électriques, elle n'est pas dédiée à ça. Elle est dédiée à une mobilité parfaitement libre et qui va être sur des créneaux plutôt de déplacement quotidien, sans forcément de justification, sur du tourisme ou du plaisir, tout simplement. C'est même le plaisir qui est mis en avant. Et là, c'est compliqué de parler du plaisir quand on connaît tous les impacts. Mmh. D'autant que je lisais, mais il y a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a finalement reconnu dans un rapport qu'en fait, les impacts environnementaux d'une voiture électrique sont du même ordre qu'un véhicule thermique, en fait. Je ne sais pas si aujourd'hui, les gens sont prêts à l'entendre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de communication très green autour des avantages et des bienfaits de la voiture électrique. En fait, la complexité, c'est les injonctions. Il y a une injonction de la part de la réglementation et de l'Europe vis-à-vis de la pollution atmosphérique qui impose aux villes de réduire leurs émissions de CO2 et de pollution dans un délai très court, faute de quoi il y aura des sanctions. Là-dessus, la solution la plus immédiate en termes de temps, c'est effectivement le véhicule électrique si on ne veut plus avoir d'émissions en ville. Là, on est dans l'urgence, alors qu'on n'a pas une analyse complète, et effectivement, je pense que les gens ne sont pas du tout conscients des besoins en matière et en énergie d'un véhicule électrique qui sont plus importants que ceux d'un véhicule thermique, et que de toute façon, on va aussi ne plus répondre à tout ce que pouvait satisfaire le véhicule thermique. Il y a des problèmes de recharge, des durées, d'infrastructures qui vont elles aussi demander de la matière, de l'énergie. Il va falloir donc extraire encore plus de matière, et puis on ne va pas pouvoir couvrir les besoins que remplit actuellement le véhicule thermique parce qu'on n'a pas les infrastructures. Donc on va certainement aller vers ce qu'on appelle des effets rebonds ou des effets d'addition. Les gens vont peut-être avoir deux véhicules, un véhicule qui va circuler en ville pour pouvoir être raccord avec la réglementation, et un véhicule thermique qui va leur permettre de faire des grandes distances, d'être beaucoup plus autonomes et de continuer à répondre à leurs besoins de déplacement, par exemple, touristique. D'accord. Parce que l'effet rebond, juste pour être bien clair, c'est le fait que malgré le fait que certains produits aient des nombreuses vertus, finalement, une trop grande consommation de ces produits annule leurs effets bénéfiques? En fait, ce qu'on appelle l'effet rebond, initialement, on veut par exemple améliorer la performance d'un produit. C'est à peu près la plus grande partie de l'activité d'ingénierie. Bon, on va effectivement améliorer unitairement, mettons, la consommation énergétique. Sauf que cette amélioration, elle va être en vue d'une augmentation des ventes, d'une augmentation de produits fabriqués, parce qu'une augmentation du profit dégagé par ce nouveau produit. À ce moment-là, on va du coup multiplier le nombre, et c'est la multiplication du nombre qui, au final, va aboutir à une consommation augmentée de l'énergie au total, alors que, unitairement, effectivement, on sera sur des produits qui sont moins énergivores. Au final, on obtient le contraire. Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les industriels aujourd'hui accordent encore trop de place à l'optimisation, à la performance, et finalement, ils utilisent un peu l'excuse de l'écologie pour se réinventer, mais aussi pour vendre davantage? Oui, de toute façon, il y a un effet d'aubaine. Il y a aussi un effet de compétition. Moi, j'ai posé la question à Renault.
j'encadre des apprentis qui travaillent chez Renault Voiture, et je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils allaient vers le véhicule électrique ou même autonome, sachant que c'est des véhicules qui vont demander beaucoup plus de matière, donc beaucoup plus d'énergie d'extraction, et que ces matériaux-là sont amenés à se raréfier, ça va demander encore plus d'énergie, voire même à disparaître, en tout cas en tant que matériau primaire. Et la réponse que j'ai eue, c'est de toute façon, il faut bien qu'on le fasse. Si on ne le fait pas nous, d'autres le feront à notre place et nous, on disparaîtra. Il n'y a pas forcément un refus ou une volonté de mal faire consciente. Il y a cette espèce d'étau lié à la compétition, à la concurrence, au libre marché, en fait. Est-ce que la transition dans laquelle on est, c'est pas un énorme greenwashing, du coup? Que ce soit de la part des politiques, mais aussi des industriels, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, moi, le constat que je fais, je ne sais pas si on peut appeler ça du greenwashing, en tout cas, il n'y a pas de transition. On est dans une configuration qui, mondialement, donne une augmentation de l'énergie chaque année, ce qui est normal, puisqu'on est dans une augmentation des ventes et des produits, de la croissance, et que de toute façon, les matériaux étant de plus en plus dispersés, demande de plus en plus d'énergie à l'extraction. Donc, en extrayant la même quantité de matière, on est obligé d'augmenter l'énergie dédiée à l'extraction. Mais en plus de ça, on demande à chaque fois plus de matière extraite. Donc, on est fatalement dans une augmentation permanente du besoin en énergie. Et donc, de ce fait, quand on met des nouvelles énergies, que ce soit éolien, photovoltaïque, tout ce qu'on peut imaginer, elles ne viennent pas remplacer d'autres énergies, elles viennent s'additionner. Et c'est là où, effectivement, moi en tout cas, je constate qu'il n'y a pas de transition. Et du coup, la solution, c'est quoi? C'est finalement arrêter avec cette soi-disant transition du coup qu'on est en train de vivre, qui est, elle, basée sur la technologie, le progrès technologique, la performance, la compétition dont on vient de parler. Alors que quoi? Elle devrait être basée sur quoi, la transition? Sur quoi? Sur la sobriété? Alors, pour moi, évidemment, ce serait la sobriété et surtout le juste besoin, c'est-à-dire le suffisant. De quoi est-ce qu'on a réellement besoin? On peut aussi regarder ce qu'on appelle l'indice de bonheur. On regarde certains pays à partir d'un certain PIB, puisque le PIB participe quand même à l'indice de bonheur humain, le bonheur n'augmente pas. C'est comme ça qu'on voit que des pays comme le Costa Rica ont le même indice de bonheur que les États-Unis, alors qu'on a un facteur 5 sur le PIB par habitant. On pourrait déjà se questionner sur toute cette matière, toute cette énergie qui est extrêmement dommageable vis-à-vis de l'environnement, à quoi elle participe exactement, puisque finalement, elle ne participe pas au bonheur de l'être humain. C'est très philosophique comme question. En fait, c'est ça, c'est l'idée de questionner la technique à travers des pensées de prise de conscience, et donc de pensées qui effectivement viennent sur des cours philosophiques. Et c'est pour ça que notre idée à l'INSA, c'est de faire de l'ingénieur un ingénieur conscient, mais qui doit évidemment être conscient aussi des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux, et très rapidement, on arrive à des questions philosophiques. Ce qui fait qu'on a développé des notions de justice et de valeur dans des cours qui sont en lien avec les humanités et qu'on travaille, on va dire, en collaboration avec les enseignants des humanités. Et finalement, produire au juste besoin et mettre la sobriété au cœur de la transition, ça impliquerait quoi finalement? Ça nous pousserait à révolutionner nos consciences, nos modes de vie? Je pense oui. Je ne vois pas comment on va échapper à une modification profonde. Ça voudrait dire aussi transformer notre regard sur la Terre, sur la matière, sur les espèces animales, puisque actuellement on est une espèce contre 10 millions. Je cite Baptiste Morisot, qui est un philosophe pisteur de loups, et il dit voilà, une espèce contre 10 millions d'autres, ceci est notre héritage. Effectivement, c'est sortir de cette vision aussi, de ce rapport à la nature, puisqu'on arrive à un point de rupture en fait. C'est-à-dire que là, actuellement, si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on va, à notre tour, disparaître avec toutes ces espèces qu'on entraîne depuis un certain temps, mais on ne pourra pas survivre sans elles, quoi. Mais alors, quelles sont les solutions pour justement concevoir au juste besoin? Vous défendez quoi? Vous parlez d'une ingénierie qui est consciente des impacts, c'est ça? C'est ça. Alors, ce serait une ingénierie consciente et puis une ingénierie critique, mais critique à la façon d'un médecin,
face à, par exemple, une intervention qui va demander l'introduction de prothèses, une certaine énergie, une certaine intrusion, on va dire, dans le corps, pouvoir évaluer à quel point, si on opère, on risque d'avoir des impacts, mais est-ce qu'ils sont bénéfiques? Est-ce qu'on n'a peut-être pas intérêt à opérer parce que la personne est âgée, par exemple? Pour moi, c'est vraiment ce regard-là que l'ingénieur doit avoir, être lui, puisque c'est lui qui a, on va dire, la connaissance la plus exhaustive des impacts quand on parle de technique, parce que les impacts sont tellement larges, tellement profonds, tellement irréversibles par rapport à ce qu'on veut obtenir au niveau de la société, la balance n'est pas favorable. Et pouvoir dire au cas par cas, quand est-ce que ça va effectivement valoir le coup, entre guillemets, mais d'un point de vue global pour l'ensemble du vivant, y compris l'être humain, et quand ça ne vaut pas le coup, il faudra peut-être avoir recours à des matériaux qui demandent beaucoup moins d'énergie, peut-être avoir moins de puissance, peut-être prendre plus de temps pour faire les choses, tout simplement parce qu'on va préserver l'avenir de l'humanité en échange de ce temps un peu plus lent pour chaque activité, quoi. Dans cette démarche d'ingénierie consciente des impacts, vous vous inspirez de quoi? C'est le biomimétisme, c'est le low-tech? Quels sont un peu les, je ne sais pas si on appelle ça des solutions, mais en tout cas les domaines que vous explorez? Alors, les voies, effectivement, c'est... Alors, le biomimétisme et la bioinspiration, c'est quelque chose qu'on regarde de près dans un cours à la carte. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment source d'inspiration. On voit aussi que la nature utilise très peu d'énergie et au contraire beaucoup plus d'informations, ce qui tendrait à nous faire comprendre qu'il faut être beaucoup plus circonspect et avoir une analyse beaucoup plus lente, beaucoup plus exhaustive avant de prendre une décision. Il y a effectivement le low-tech, c'est-à-dire aller vers la simplification et puis réutiliser, être dans quelque chose qui soit beaucoup moins gourmand en termes d'énergie, en termes de matière. Et puis, il y a peut-être aussi un questionnement beaucoup plus global qui irait dans le sens de, par exemple, ce que dit Philip Biwix dans son ouvrage « Le bonheur était pour demain », qui, par exemple, propose de taxer la matière plutôt que la main-d'œuvre, ce qui nous rendrait peut-être plus enclins à ne pas automatiser et peut-être à favoriser le travail humain avec des outils, certes, mais plutôt du style de tech, plutôt que d'aller à chaque fois extraire des matériaux rares et qui vont demander une énergie colossale et puis des impacts catastrophiques. Et vous allez même plus loin. Quand vous dites taxer la matière plutôt que la main-d'œuvre, c'est aussi une façon d'aller regarder du côté des déchets pour aussi les valoriser et en tout cas les utiliser pour concevoir les biens de demain. Alors c'est ça aussi, effectivement. Je pense que l'ingénieur, il a une grande place dans le domaine des déchets parce qu'il y a énormément de matière qui a déjà été extraite, qui se retrouve sous forme de déchets dans le milieu, que le milieu n'a pas les capacités de le gérer en termes d'écotoxicité et donc il va falloir donc gérer ne serait-ce que d'un point de vue survie du vivant. Ça constitue des ressources. Donc pour moi, effectivement, il faudrait arrêter toute extraction primaire et faire uniquement, alors le uniquement, c'est colossal, hein, avec la matière qui a déjà été extraite et qui suppose des déchets avec un impact sur le vivant qui est intolérable. Mais est-ce que ça, du coup, ne travailler qu'à partir du déchet existant, est-ce que c'est applicable à notre société aujourd'hui? Alors, moi, je pense que techniquement, ça l'est. Après, il faudrait que le modèle financier suive. C'est-à-dire qu'actuellement, le déchet n'est pas du tout valorisé financièrement. Donc, il faudrait effectivement changer les mentalités qui sont tournées vers du neuf, vers du primaire, alors que finalement, en termes de déchets, c'est beaucoup plus grave, hein. Quand on voit les déchets d'une mine à l'extraction, c'est insupportable d'un point de vue destruction du vivant. Donc, il faudrait peut-être déplacer cette aversion du déchet qu'on a actuellement vers celle qui le mérite réellement, c'est-à-dire l'extraction. Parce que j'imagine que quiconque visiterait une mine et prendrait conscience des impacts au niveau de la mine ne pourrait plus voir les déchets de la même façon. Bien sûr. Et alors, toutes ces pistes-là, vous les transmettez à vos élèves dans le cadre de cours. Comment est-ce qu'eux font face finalement à ces nombreux défis qui sont à la fois sociétaux et environnementaux? Quel rôle est-ce qu'ils veulent avoir dans la société de demain? Alors, ces notions-là, on les introduit, mais de façon progressive. On est en train de définir justement dans le cadre d'évolution de la formation une évolution sur 3 ans.
Des questions plus philosophiques, on les aborde plutôt en 5e année. On a de plus en plus d'étudiants qui se sont investis justement de ce devoir, on va dire, de protection de l'environnement et qui ne veulent plus participer à la destruction en cours. C'est pour ça qu'on a aussi des étudiants avec nous actuellement qui nous aident dans les discussions de comment construire ces nouveaux cours. C'est Transition GM. Alors, il y a plein de groupes, Transition INSA, dans tous les départements. Donc, nous, c'est Transition GM. Et du coup, on a l'idée d'avoir des cours qui soient co-construits, pas plus des cours descendants, mais plutôt des dialogues. Parce que de toute façon, on est dans un cadre où il n'y a plus de corrigés, contrairement à ce qu'on avait avant. Il n'y a plus les enseignants savent et puis les étudiants écoutent. On n'a plus de corrigés pour ces aspects-là. Donc, c'est plutôt dans un dialogue. Après, bon, je dirais pas que 100% de nos étudiants ont des dispositions particulières pour ce changement-là, mais en tout cas, un nombre croissant. On nous indique, par exemple, la journée en mars 2019, où il y avait une grève pour le climat, on avait eu 70% de grévistes en génie mécanique. Et ça, je trouve que c'est quand même un signal extrêmement fort de la part de nos étudiants. Aujourd'hui, c'est ça la place que vous souhaitez leur donner et vous les encouragez à changer les choses et surtout à prendre la parole parce qu'ils sont dans leurs droits et surtout ils ont toutes les connaissances requises pour émettre des avis et des jugements. En tout cas, la première chose, c'est leur donner une connaissance et des arguments. Que leur dire que s'ils prennent des décisions avec les connaissances qu'on leur donne, ce sera en leur âme et conscience, qu'il n'y aura pas cette notion de quelque part d'un mensonge, c'est-à-dire qu'ils auraient pris des décisions sans avoir toutes les données du problème, des connaissances qu'ils n'auraient pas en sortant de l'INSA. C'est avant tout ça, c'est les rendre conscients. Après, effectivement, leur donner une légitimité par rapport à ça. On parle beaucoup d'éthique aussi. On parle de que faire quand on se retrouve face à une entreprise qui a des injonctions qui ne sont pas dans les mêmes alignées avec les valeurs de l'ingénieur qu'on peut être. Donc, toutes ces questions, on les aborde plutôt dans des cours à la carte, notamment dans un cours qui s'appelle Conquête du sens, et où on discute justement avec des étudiants qui sont en difficulté, puisque s'ils ont choisi ce cours, c'est qu'ils ont un problème de sens, et on les aide, parce qu'en fait, la conquête du sens, c'est d'abord se choisir soi, et pour se choisir soi, il faut avoir conscience de ses propres valeurs, confiance dans ses valeurs, pour pouvoir dire, ces valeurs-là, c'est celles qui me correspondent, quitte à ne pas être en accord avec des valeurs extérieures. Donc c'est plutôt cette prise de conscience et puis cette confiance dans les valeurs qu'on peut leur transmettre. Les ingénieurs, historiquement, on ne leur demande pas de s'exprimer sur en tout cas d'exprimer leurs opinions, leurs valeurs, leurs jugements. C'est des métiers qui sont dans l'action et pas dans la réflexion. Alors historiquement, l'ingénieur il a plutôt une place dans la guerre. C'est plutôt, on va dire, la technique au service de la guerre. C'est comme ça que plus ou moins née l'ingénierie. Si on reprend Léonard de Vinci, sa principale production, c'était plutôt en lien avec la guerre. On a gardé un peu cette logique à travers la rationalisation. La rationalisation, c'est la maîtrise du monde. C'est de dire comment est-ce que je vais faire pour que la Terre, la nature, le monde obéissent à mon désir et donnent satisfaction à ce que j'attends. Et l'ingénieur, moi je l'ai vécu puisque j'ai été ingénieur dans l'industrie, on répond à un cahier des charges. Le cahier des charges est posé, il n'y a pas à discuter le cahier des charges provient du client et on se doit techniquement de répondre à ce cahier des charges. À aucun moment, il n'y a effectivement la question de se dire est-ce que vous pensez qu'on doit faire ce produit-là? Et ça, c'est exactement ce qui doit, à mon sens, changer chez les ingénieurs conformes, c'est-à-dire qu'ils se sentent légitimes pour dire ce que devient ce produit, l'impact de sa fabrication, ce qu'il fait à la société. Il y a aussi ce que la technique fait à la société. Ce qui devient, une fois qu'il sera un déchet, me concerne. Et je ne peux pas me départir de cette responsabilité-là. Parce qu'au final, c'est quand même lui qui va faire tous les choix en termes de matériaux, en termes de process, même en termes de stratégie de vente parfois, de ce produit-là. Mmh. Et vous faites partie de celles et ceux qui ont quand même essayé de faire changer les choses, qui essayent de faire changer les choses depuis longtemps. Vous avez longtemps travaillé dans le privé, vous le disiez, et puis vous avez finalement quitté votre poste dans l'industrie aérospatiale après avoir essayé de
changer les choses de l'intérieur. Qu'est-ce qui, selon vous, va être différent pour la génération à venir ? Est-ce que c'est l'effet de masse ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, oui, je pense qu'il y a un effet de masse, une taille critique. Ça, on avait le retour d'une intervenante qui travaillait chez Artelia, d'impact d'ouvrages de type barrage ou mine. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'était pas seule, qu'ils étaient plusieurs justement à militer ou à donner des arguments avec les décideurs, parce que du coup, c'est des grosses entreprises qui font appel à Artelia pour les études d'impact. Peut-être un certain nombre, pas forcément majoritaire, mais en tout cas un certain nombre, arriver à faire infléchir les choses. Donc je pense qu'il y a effectivement une question de taille, de nombre, et après une question de connaissance. Moi, à l'époque où j'étais dans le privé, je n'avais pas autant de connaissances que maintenant, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui manquent d'arguments parce que manquent de connaissances. Et ça, c'est là où l'INSA a vraiment son rôle à jouer, de former correctement les ingénieurs pour qu'ils aient tous les arguments pour pouvoir expliquer peut-être à des décideurs qui sont peut-être plus politiques ou financiers, justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait peut-être renoncer à tel produit technique. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut, pour éviter de réaliser les problèmes une fois que le mal est fait, il faut anticiper, et ça passe par une bonne formation en amont et avec justement cette transmission de toute cette connaissance pour former des ingénieurs qui sont conscients de tous ces enjeux. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, les entreprises ne sont pas forcément opposées à ça. On a exposé, on va dire, la ligne directrice de nos enseignements à Safran et à Renault, en génie mécanique. Ils n'étaient pas du tout opposés à ça. Au contraire, ils nous disaient, mais allez-y, formez les ingénieurs, parce que nous, on n'est pas formés. On voudrait négocier avec la réglementation, etc. On ne peut pas parce qu'on n'a pas d'arguments. On n'a pas été formé pour ça et on ne pourra pas dialoguer. Donc ça, c'est très bon signe quand même. Si même les industriels sont en demande de cette connaissance-là, ça veut dire que les choses commencent déjà à bouger. Oui, alors en tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon. Après, on verra, mais oui. Et sur l'aspect alors, plus politique, on le disait, la parole des ingénieurs est rare que dans la société, mais aussi dans la sphère politique. Et j'ai noté récemment qu'il y a un office qui s'appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques qui dépend du Parlement. Et dans cet office, il n'y a que 6 ingénieurs de formation sur un total de 36 membres, sachant que la mission première de cet office, c'est d'éclairer les choix politiques par l'expertise et le débat scientifique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, c'est le reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a, je pense, une autocensure des ingénieurs à prendre une part justement politique, liée à cette notion de non-légitimité dès qu'on sort de la sphère purement technique et scientifique et qu'on commence à mettre un pied dans la politique. Donc je pense qu'il y a un auto-retrait ou une autocensure des ingénieurs. Et puis après, il y a effectivement la difficulté à peut-être accepter, on va dire, une conclusion qui ne serait pas celle qui irait dans le sens financier ou politique. Où là, du coup, il y a souvent des oppositions, c'est-à-dire que des scientifiques disent il ne faut pas faire ça, et puis des intérêts financiers qui sont aussi à prendre en compte, parce qu'on parle de développement économique de telles zones. Il y a par exemple actuellement un débat sur un train qui va traverser le Mexique, qui va détruire des hectares de forêt amazonienne, plus destruction d'habitats pour les Indiens, destruction de vestiges. Et il y a tous ces intérêts qui s'opposent. Et l'ingénieur, il a souvent un mouvement de retrait vis-à-vis de ça, parce qu'il ne se sent pas légitime à s'introduire dans la sphère politique ou sociétale. Et ça, il faut que ça change. Oui, c'est l'idée en fait. Super, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages passionnants. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci, merci Diana, au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.